Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Casapule, votre émission de bande dessinée, comics et mangas en tout genre, toujours enregistrée à la librairie L'Octopus à Épinal et toujours en compagnie du maître de la bande dessinée, Frédéric Kilfugère. Salut Fred. Bonjour Vincent. Alors tu nous as fait une superbe sélection ce mois-ci pour ce mois de février. On commence tout de suite avec Le Lierre et l'araignée de Grégoire Carlet aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Alors Grégoire Carlet a une histoire familiale comme beaucoup dans l'Est de la France. Son grand-père a connu la Seconde Guerre mondiale et il faisait partie d'un groupe d'adolescents ou de jeunes adultes, on va dire, résistants à l'occupant nazi. Ce groupe s'appelait La Feuille de Lierre et a, à son niveau, participé à la lutte, à des mouvements de résistance. Grégoire raconte l'histoire poignante de son grand-père et en général de ce mouvement de résistance qui n'a pas survécu à la guerre. Oui, voilà. Oui, on commence l'histoire, il y a le grand-père et le petit-fils qui sont à la pêche et on se remémore un peu toutes ces histoires-là du grand-père. Voilà, il y a un côté transmission de l'histoire, même si on sent bien que le grand-père n'était pas très à l'aise avec l'idée de partager. Oui. Il y a toute une partie éloge de la nature et d'ailleurs le changement des berges du Rhin qui a une importance dans l'histoire puisque c'est depuis ces berges que les résistants lançaient, enfin je ne vais pas en dire trop parce que sinon ça déflore l'intrigue, mais ces berges n'existent plus telles qu'elles étaient avec l'urbanisation et Grégoire Carlet fait le parallèle entre disparition de la nature et disparition de la mémoire aussi, d'événements compliqués, durs. Il y a vraiment deux temps dans le récit, un temps je ne vais pas dire actuel parce que c'est les souvenirs d'adolescence de Carlet, donc ça doit se passer dans les années 80-90, et évidemment le temps de la Seconde Guerre mondiale. Évidemment, il y a un côté local très présent, on parle du Struthof, il y a vraiment Strasbourg est là, c'est l'Alsace, on voit Mulhouse, c'est très ancré localement et en même temps ça a une résonance universelle. Oui, c'est une histoire de courage, de dépassement de soi vraiment que nous raconte Grégoire Carlet à travers cette histoire de son grand-père. Oui, et c'est graphiquement osé. Je trouve qu'il a pris un parti pris esthétique pas simple, parce qu'on est à la fois dans un dessin réaliste assez classique et en même temps une mise en couleur à l'aquarelle ou à la gouache, je ne sais pas trop, avec des tons assez violents, assez crus, des fuchsias, des verts, la couverture donne pas mal le ton. C'est réaliste et en même temps ça ne l'est pas, ça amène une distance, pas pour adoucir le propos, mais justement pour le rendre encore plus violent. Voilà, c'est un angle que je trouve intéressant et original. Oui, et c'est une redécouverte vraiment de ces petits mouvements de résistance qui ont vraiment apporté beaucoup à la France pendant cette Seconde Guerre mondiale. Une belle histoire sur le courage, le patriotisme, sur l'héroïsme de ces héros de l'ombre qui ont vaillamment combattu un envahisseur tentaculaire et terrifiant. C'est une vraie belle histoire que nous propose Grégoire Carlet, l'histoire de son grand-père, aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Ça s'appelle donc Le Lierre et l'araignée. Allez, on passe alors à autre chose, on avance un peu dans le temps. Bobigny, 1972, le célèbre procès de Bobigny sur un avortement illégal. Voilà. Mené du côté avocat par Gisèle Halimi, bien sûr. Gisèle Halimi. Alors, c'est pas un récit sur la transformation de la loi, la création, Simone Veil, tout ça. Non, c'est vraiment le procès et ce qui a mené au procès. La vie quotidienne de cette jeune femme, pourquoi elle décide d'avorter, ce qui s'est passé avant, tout bêtement, et aussi le soutien de sa mère. On commence l'histoire, en fait, c'est un brigand voleur de voiture qui se fait capturer par la police. Alors il a multiples chefs d'accusation et il a un ticket, il veut négocier par rapport aux policiers et ce ticket-là, c'est une dénonciation d'un avortement illégal. Donc les policiers se rendent justement chez Marie-Claire Chevalier. Et donc c'est vraiment un récit centré sur Marie-Claire Chevalier et sa mère. Et sur ce qui les a conduits à faire ce choix illégal, mais hautement moral pour elle. Et je trouve que ça a une résonance
éminemment actuel. Alors, en plus, Bien sûr. alors, maintenant, avec la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement, parce qu'on sent bien que ce droit peut être remis en question, il faudra toujours se battre, comme disait Simone de Beauvoir. Oui. Et Marie Bardiot-Vaillanté et Carole Morel font Oui. vraiment ce choix de continuer à rappeler, à marteler que rien n'est simple, rien n'est acquis, Oui. et qu'il faut toujours rappeler pourquoi ce droit a été acquis et pourquoi il faut surtout le conserver. Il faut rappeler aussi qu'en France, à cette époque-là, l'avortement illégal comme ça était passible d'une peine d'emprisonnement jusqu'à 3 ans de prison et 100 000 francs d'amende, donc c'était assez énorme. Ça fait que 28 ans en plus que les femmes ont le droit de vote, et ça fait seulement 7 ans que les femmes ont le droit d'avoir un compte bancaire sans l'accord de leur mari, donc on est dans une autre époque. On est dans une autre époque, mais qui n'est pas si éloignée que ça. Ouais. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est de montrer aussi que ce droit à l'avortement n'existait encore moins pour les classes sociales les plus pauvres. Exactement, parce que les riches pouvaient aller à l'étranger, se faire avorter. Ouais. Et donc ça, c'est bien rappelé, et c'est vraiment, il y a un côté convergence des luttes qui est vraiment intéressant, et moi je trouve que c'est un album complètement nécessaire, parce qu'on a l'impression que oui, c'est bon, c'est fait, on peut passer à autre chose. Non, il faut rester vigilant, et c'est un album vraiment humain. On n'est pas du tout dans le didactique ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas les grandes étapes, pourquoi Simone Veil, tout. Non, c'est vraiment une histoire de femme qui subit et qui essaye d'aller mieux déjà pour elle, et après la folie médiatique s'empare du truc, et ça devient un vrai sujet de société, et c'est ça qui fait, c'est le petit basculement de on doit faire appliquer la loi, mais est-ce que la loi est juste? Voilà. Et donc ça, les femmes ont des droits et ont le droit de leur corps aussi, de disposer de leur corps. Vraiment fort. Et Gisèle Halimi, qui pose ses ovaires vraiment sur la table pendant ce procès, on le voit dans cet album. C'est génial de la voir comme ça plaider la cause de ces femmes. Je terminerai peut-être par le dessin quand même. Dessin enlevé là, de Carole Morel qui va à l'essentiel, capturant l'émotion de l'instant. C'est très rythmé, c'est très vivant. On est vraiment dans l'empathie pour les personnages. Tout en offrant un trait. C'est pas non plus avec des trémolos ou du pathos. Non, c'est pas gratuit. C'est la sobriété, c'est l'émotion, mais c'est sans exagération. Je vais terminer là-dessus en disant que tu parlais de Simone de Beauvoir. Je vais rappeler quand même ce qu'elle disait à l'égard des femmes. N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Voilà. C'est ça. Tout est dit. Donc, ça s'appelle Bobigny 1972 aux éditions Glénat de Carole Morel et de Marie Bardiot-Vaillanté. Voilà, c'est juste magnifique. Allez, sans transition, on passe à un autre combat, celui d'Henry Fleming, un album de Steve Cusor aux éditions Dupuis, collection Air Libre. Là, c'est un jeune fermier qui s'engage dans l'armée nordiste, mais qui se pose beaucoup de questions sur cette guerre de sécession aux États-Unis. Voilà. Alors, c'est adapté d'un roman. The Red Badge of Courage de Stephen Crane. Stephen Crane, qui est un des premiers romans américains. Hemingway le considérait comme vraiment un chef-d'œuvre de littérature. Et Steve Cusor, qui, après 5 branches de coton noir, continue son exploration de l'histoire américaine et presque de la mythologie américaine. Oui. Avec cet album, effectivement, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'engage un peu, on va dire, par passion, par idéalisme, du côté nordiste pendant la guerre de sécession. Oui, parce qu'il ne veut pas que l'Amérique soit divisée. Donc, voilà, il faut que c'est un idéaliste. Mais la guerre va vite se rappeler à lui. Et la guerre, et son horreur, son inutilité, ses doutes, la trouille. Enfin voilà, c'est vraiment un récit introspectif, pas un récit guerrier. Alors même si évidemment il y a des scènes de bataille, mais c'est pas le cœur du roman et c'est pas le cœur de la bande dessinée. Le cœur, c'est les sentiments humains face à une machine de guerre, tout bêtement, qui broie tout. Qui broie les soldats des deux côtés, qui broie tout ce qui passe. Mais en fait, c'est pas tant la guerre que les autres humains aux alentours, y compris ses propres camarades, y compris les officiers de son propre camp. Et donc c'est les relations humaines
en temps de crise, c'est la réponse personnelle à des événements hors du commun. C'est très introspectif, c'est très psychologique, et c'est passionnant. Mais alors déjà, rien que ça suffirait à faire un bon album. Mais quand on a le trait de Steve Cusor en plus, visuellement c'est splendide. Il a mis quasi 5 ans pour le faire. Assez nébuleux, émotionnel, il s'affranchit du classicisme convenu en plus dans son dessin avec un grain particulier, des tonalités chromatiques uniformes qui varient en fonction des situations. C'est très spécial, mais magnifique son trait à Steve Cusor. C'est un album hors norme. Voilà, on comprend que ça prenne 5 ans à faire. Vraiment très original dans la forme parce que effectivement il y a ce côté classique du dessin réaliste et en même temps pas du tout parce que ça joue beaucoup sur l'expressionnisme, les ombres, la mise en lumière, mais avec un pur noir et blanc, à peine rehaussé d'une bichromie. Voilà, c'est très particulier, mais qu'est-ce que c'est beau. Enfin, moi, j'ai jamais vu. Et puis, ça convient totalement à ce genre de récit. Vraiment, ouais. Où on se plonge justement, on n'a pas le monochronisme là de la couleur vraiment nous fait plonger dans les questions de ce Henry Fleming. Aura-t-il la force et le courage de participer à la boucherie qui s'annonce? Comment se comportera-t-il face à l'ennemi sudiste? Arrivera-t-il à le tuer? C'est toutes des questions comme ça qu'on rentre dans la tête du soldat lambda dans cette guerre de sécession et qui fait vraiment aussi écho énormément aujourd'hui. Voilà. Toujours. Et qui fait écho par le talent de Steve Cusor. Donc ça s'appelle Le combat d'Henry Fleming aux éditions Dupuis, collection Air Libre. C'est vraiment à déguster. Alors on parle d'un autre combat maintenant. La neige était sale aux éditions d'Argo de Jean-Luc Fromental et Dissler au dessin. D'après le livre de Georges Simenon. Oui, c'est dans la collection Simenon, les romans durs. Donc on connaît Simenon pour les Maigret, mais il a écrit beaucoup de romans noirs justement avant. Pas vraiment des policiers, mais pas avec un héros récurrent, plus des héros de littérature blanche, avec des sujets assez durs. Et La neige était sale est probablement un de ses plus connus. On est dans un pays occupé, lequel on ne sait pas précisément, ça peut être l'Autriche, ça peut être la France, ça peut être la Belgique, peu importe. Pendant une guerre, on ne sait pas laquelle, ça a une inspiration vaguement Seconde Guerre mondiale, mais il n'y a rien de vraiment très défini. Et on suit un petit truand, une petite frappe qui profite de la guerre. C'est un profiteur de guerre, sa mère tient un bordel, lui connaît un petit peu de monde, un petit peu de mauvaises personnes. Il est un peu rabatteur pour deux filles qui veut transformer en prostituée. C'est un sale gars. C'est franchement un sale mec. Le bouquin commence par il a envie de tuer quelqu'un, il le tue, et ça n'aura aucune conséquence. Par contre, ce qui va avoir une conséquence, c'est une jeune femme qui lui déclare son amour. Et lui, par pure mesquinerie, méchanceté, horreur, décide de l'offrir à un autre homme. En disant tu vas coucher avec moi. Alors il fait venir quelqu'un d'autre. Et ça va briser quelque chose en lui. Et toute la question de La neige était sale, c'est est-ce qu'il va se le pardonner? Comment il peut se le pardonner? Oui, parce qu'elle est folle, elle a coup de foudre, elle est éperdument folle amoureuse de lui. Mais lui, il s'en fout. Et il se rend compte que ce qu'il a fait, c'était pas terrible. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que alors il y a déjà ce côté anti-héros, clairement. On peut pas avoir d'attachement pour le personnage principal. Et petit à petit, ça vient quand même. Et puis après, il refait des trucs. Et on est tout le temps brinque-ballé entre non, il essaye. Non, franchement, il est irrécupérable. Et donc, voilà, et c'est toute la zone de gris de l'humanité. Toute cette dichotomie-là qu'il y a entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est pas manichéen. On ne peut pas dire, c'est une horreur. Oui, c'est une saleté. Et puis, il y a un petit peu du bon. Et puis, non. Enfin, voilà. Et ça ne fait qu'évoluer en permanence. Et le contexte d'occupation rajoute une chape de plomb sur cette ambiance. Alors oui, c'est pas un album très joyeux à lire, mais c'est du grand art. Surtout quand on a Hissler qui s'empare de ça. Alors le dessin d'Hissler, l'illustration graphique est parfaite pour cet album, avec une ambiance feutrée et glauque dont on ne voit jamais la fin finalement. C'est
avec des crayonnés, des nuances de gris, enfin, du Isler dans toute sa splendeur. Isler qui avait commencé, enfin non, qui a connu le grand succès pour cette histoire d'amour contrarié avec Sambre, Ouais. lui faire un album autour de La neige était sale, c'était l'idée du siècle parce que c'est l'anti-romantisme, Oui. c'est la saleté, c'est la noirceur. Et avec son trait de plus en plus subtil, de moins en moins affirmé, presque crayonné, Oui. évaporescent, enfin, on est vraiment dans la nuance. Oui. Et, Avec quelques touches de couleur seulement, mais on est sur du crayonné noir et gris. C'est Ouais, à peine de rouge. Voilà. Et c'est un album subtil qui demande beaucoup de réflexion, de ne pas le lire comme un énième polar ou un énième récit historique sur la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est pas ça. Et c'est impressionnant. ouais, avec un découpage vraiment haletant qui apporte aussi au récit comme ça. On a l'impression d'être toujours en tension par son découpage aussi par rapport au scénario. Alors clairement, on vous le dit, hein, c'est pas l'histoire qui va vous donner le sourire. Mais alors qu'elle percute. Ah ouais, on s'en prend un beau. Donc ça s'appelle La neige était sable aux éditions d'Argo de Jean-Luc Fromental et de Bernard Isler. Allez, on passe à du comics maintenant. Tu voulais nous présenter A Vicious Circle de Madsen Tomlin et Lee Bermero. Voilà, aux éditions Urban Comics. Alors, c'est du comics, mais c'est pas du comics de super-héros. Ouais. Madsen Tomlin, c'est un scénariste de film. Il a fait notamment le scénario du film The Batman. Voilà. Ouais. Et Bermero, c'est un très grand dessinateur de comics. Il a fait beaucoup de... Before Watchmen. Watchmen, Batman Noël, Ouais. le Joker. Enfin, il a vraiment un dessin photoréaliste, mais avec un côté pictural Ouais. très assumé. Ils ont décidé de faire un album presque franco-belge. Voilà, je vais m'expliquer pourquoi, parce que c'est pas une narration à la comics, c'est pas un découpage en 24 planches et après on continue, on fait un autre épisode. Non, c'est pas ça. Là, c'est déjà le tome 1 pose l'ambiance, pose l'intrigue, ça fait 48 pages, c'est un grand format et c'est... Alors comment dire ça sans en dire trop, parce que un des grands plaisirs de cet album, c'est la découverte. Et on suit ça commence dans les années 60. Oui, on suit un père de famille noir. Là, son fils lui demande, tu m'as promis d'aller à la pêche, voilà. Mais on est dans une période aussi Où les tensions raciales ouais, sont élevées. très fortes. Et il refuse d'aller à la pêche. Et Il doit aller travailler en ville. Il lui dit qu'il ira après. Et avant de partir travailler, il descend à la cave. Et il y a un homme enfermé dans cette cave. Avec un masque de fer. Voilà. On va pas en dire plus parce que... Si, parce que sinon... Et en fait, on apprend assez vite que ces deux hommes ne vivent pas dans les années 60. Ils viennent d'une autre époque temporelle. Comment ils passent d'une autre époque temporelle, ça, je ne vais pas le dire parce que c'est intéressant, c'est vraiment le ressort du bouquin et c'est même la raison d'être du bouquin. Et c'est une histoire de voyage dans le temps, mais avec un mode opératoire qu'on n'a jamais vu. Oui. Et ça, c'est quand même assez... Moi, ça me réjouit. Et c'est l'occasion... C'est ça qui est rigolo, c'est qu'on est dans le réalisme complet, et ben non, finalement, on a une part de science-fiction avec ce voyage dans le temps qui casse ça. Casse ça, et au bout de 15 pages. Ouais. Et on se dit, wow, ok, bah, ça part dans une autre direction, et 15 pages après, bah, ça repart encore dans une autre. Et c'est ça qui est... Enfin, moi, c'est ce que je cherche en tant que lecteur, c'est la surprise, c'est de ne pas aller sur les sentiers battus, c'est d'innover. Et là-dessus, au niveau scénario, je suis servi. Mais je suis aussi servi au niveau dessin, parce que si la toute première partie est du style Bermero, la plus classique qui soit... Ah oui, mais alors Bermero, son style est impressionnant de beauté et de réalisme, on a l'impression que c'est du roman photo, mais pas du tout, il dessine... Oh, au niveau technique, c'est impressionnant. Il est presque en avance sur son temps au niveau technique, Bermero. Hein. Et du coup, scénaristiquement, eh ben, il va faire varier son dessin en fonction d'événements dont je ne peux pas vous parler. Ouais. Et du coup, une variation de style. On ressent des influences de Mike Mignola derrière aussi. Il y a plein d'influences. Il y a plein d'influences. Et pas que d'auteurs de comics. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce tome 1 ne donne qu'une envie, c'est d'avoir le tome 2, là, tout de suite, maintenant. Ah ouais. Alors, par chance, je crois que ça sort au mois d'avril ou au mois de mai. Oui. Mais c'est une vraie petite bombe que nous ont concocté Tomlin et Bermero. Oui. Si le scénario tient la route jusqu'au bout, et j'aurais tendance à le faire confiance. C'est un superbe comics.
À découvrir Vicious Circle aux éditions Urban Comics de Mattson Tomlin et de Lee Bermero. Alors dans le style un peu comics aussi, là tu voulais nous parler de Blood Moon aux éditions Rue de Sèvres, label 619 de Fred Bones qui intègre les éditions Rue de Sèvres. Alors, Bones, on l'avait découvert avec une petite série qui s'appelait Dessous, la montagne des morts. C'était ça se passe du fantastique horrifique pendant la Première Guerre mondiale, avec un vrai côté Mignola dans le dessin. Ouais. Ça, c'était pas achevé puisque l'éditeur avait fait faillite, mais il y aura bientôt une intégrale qui sortira chez Comics Initiative. Mais en attendant, il sort un one-shot de science-fiction horrifique au label 619. Donc, alors, on est tout à fait dans l'ADN du label. Hein. Oui. Un récit de genre, très pop culture, Oui. très sanglant, Oui. pour le coup. Et en fait... Oui, parce que là, la Lune est utilisée comme exploitation minière, Voilà. il y a des gens qui vivent et qui travaillent dessus, et là, il y a des morts un peu tout le temps, mais Oui. des accidents, sauf que là, il y a un mort, on sait que c'est pas un accident, Voilà, et donc c'est un il y a meurtre. une enquête qui est menée, Voilà. mais ça va se retourner contre l'enquêteur un peu. Voilà. Et j'ai envie de dire que la trame policière est assez classique. Ouais. Mais il y a ce petit côté surprenant à chaque fois. On se dit, ah bah tiens, ça part dans une autre direction. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qu'on n'attend pas. Et moi, je trouve que ce mélange des genres entre polar, SF, parce que le côté lune habitée avec la gravité différente, c'est quand même utilisé dans le scénario. C'est pas gratos, ça pourrait pas se passer sur Terre, ça marcherait pas pareil. Et il y a ce côté aussi horreur. C'est gore, Ouais. c'est malsain, Ouais. les meurtres sont franchement pas anodins. Ouais. Et donc c'est un pur récit de genre, genre sombre, dégueulasse, un film pour série B mais pas Z. Oui. Parce que c'est pas fait pour faire rire, c'est vraiment fait pour mettre mal à l'aise, choquer, inquiéter, et ça marche. Oui. Voilà. Tout le long, il y a une ambiance poisseuse. Ouais. C'est exact. Il y a une dérive sectaire aussi. Voilà. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs dans ce one-shot. dérangeants. Ouais, vraiment dérangeants dans ce Blood Moon. Et moi, j'aime beaucoup le dessin. Ouais. Avec des clairs-obscurs très prononcés. Voilà. Et alors, je trouve que Bones est très influencé par Mignola, mais il s'en détache petit à petit, il le digère. Et ça, c'est très plaisant de voir qu'on n'est plus dans la copie conforme et on est dans un mélange Sin City aussi, Blade Runner, un peu de ça, on est un peu dans ces ambiances-là. C'est très très fort de la part de Bones de nous proposer ce récit. Il y a des scènes d'action qui sont vraiment très dynamiques aussi, on ne vous en dit pas plus. Ça s'appelle donc Blood Moon aux éditions Rue de Sèvres, label 619 de Fred Bones. Allez, là on va passer à un dernier tome d'une série qu'on adore, Saint-Elme, tome 5, Les Thermopyles aux éditions Delcourt de Serge Lehmann et Frédéric Peters. L'affrontement final qui a lieu sur cette série Saint-Elme, qui est juste magnifique, dont on vous a déjà parlé. Mais je voulais y revenir parce que maintenant que les 5 tomes sont sortis, qu'on sait la qualité de bout en bout, qu'on sait que la fin est réussie, que tous les fils ont été renoués, qu'il n'y a rien qui dépasse, que certes, c'est un polar fantastique, donc le fantastique reste toujours inexpliqué, mais ça fait partie des règles du jeu, du départ. Mais il n'y a pas de « oh bah lui, on ne sait pas trop comment finir, donc on ne va pas en parler ». Non. Non. C'est carré. Et ça, j'adore. Et alors, avec toujours une petite dose d'humour. Oui, plus. Bien sûr, évidemment. Je vais quand même être obligé de refaire le point de départ. Oui, le point de départ. Parce que Saint-Elme, c'est une ville dans les Alpes qui a connu des jours meilleurs, mais qui redémarre un petit peu grâce à la famille de Saxe, qui est une famille notable, qui a pris des raccourcis avec la loi, on va dire ça comme ça. Qui tient la ville. Saint-Elme, c'est une eau minérale aussi, donc la ville est riche de ça. Enfin. Elle redémarre. Voilà. Et on suit un enquêteur, Franck Sangaré, assez minable, qui est chargé de retrouver un fils de bonne famille qui a disparu depuis quelques mois. Et bon, et là, tout part à volo, en fait. On se retrouve avec une multitude de personnages, des situations complètement différentes, un peu dans tous les coins de la ville, qui se rejoignent finalement. Parce que Saint-Elme, c'est spécial. Voilà. Saint-Elme, c'est spécial. Il y a des éléments fantastiques, il y a des invasions de grenouilles, la pluie tombe à heure fixe. Enfin, il y a vraiment un côté très surprenant. Mais le cœur du récit, le polar, est là. Et dans un superbe scénario de Serge Lehmann. Incroyable.
Et de jusqu'au Frédéric, bout. ouais. Et de Frédéric Peters derrière au dessin qui apporte sa patte magnifique. Déjà sur L'Homme gribouillé, Ouais, ils avaient travaillé ensemble, c'était génial. Et là, sur les 5 tomes de Saint-Elme, on est pris en haleine tout au long des 5 incroyable. tomes. C'est incroyable, ouais. C'est Au génial. niveau narration, il y a une scène de fusillade dans le dernier, ça fait 20 pages. J'ai jamais lu un truc comme ça en bande dessinée. Donc on vous conseille vraiment cette série Saint-Elme chez Delcourt de Serge Lehmann et Frédéric Peters. Des virtuoses de la bande dessinée. Allez tout vite là parce qu'on a presque plus le temps. On passe à la jeunesse quand même. Tu voulais nous présenter La Quête aux éditions Le Lombard de Frédéric Maupaumé et de Wouter Manert. Voilà, une petite histoire autour de la légende d'Arthur, mais on en est loin. On en prend un petit peu et puis allez, on fait autre chose avec. Alors le scénariste des Super, que j'aime beaucoup par ailleurs, donc crée un nouvel univers. On suit un jeune homme, un jeune ado qui appartient à une famille qui doit tuer la Malbête. C'est une famille, ça fait 1000 ans qu'ils doivent tuer cette la bête questante. La bête questante qu'on voit sur la couverture. Ouais, une tête de serpent, corps de léopard et pied de biche, cette bête. Et ça fait 1000 ans que tous les chevaliers de la famille n'y arrivent pas. Et là, les 1000 ans ont passé, on est dans les années 2000, il n'y a plus vraiment de chevaliers, le château a été reconverti en parc d'attractions, et pour autant, lui doit accomplir la quête que son père n'a pas pu accomplir pour des raisons obscures. Mais ça, on va y revenir. Et donc, il va hériter de cette mission, et ça l'emballe pas trop, mais il va aller voir la Dame du Lac. La Dame du Lac qui est dans le lac depuis 1000 ans, mais qui va, cette fois, l'aider. Parce il qu'elle fait en a une incantation magique, il espère peut-être la voir, et voilà, une espèce de folle sort de derrière les buissons, et il s'avère quand même que c'est la Dame du Lac, et qu'elle s'appelle Nimue. Voilà, c'est l'aventure. C'est l'aventure. Donc il y a vraiment le côté, la quête d'Arthur, la légende arthurienne, et il y a le côté vie contemporaine, et les deux se superposent, moi je trouve de façon assez comique. C'est le but. La Dame du Lac, qui n'est jamais sortie de son lac en 1000 ans, découvre toute une société humaine qu'elle ne comprend pas. Lui est complètement perdu parce qu'il faut faire un truc, il doit chercher une bête dans des bois qui sont... Voilà. Et c'est complètement anachronique. Et ce mélange des genres fonctionne à merveille. C'est prenant, il y a 80 pages, on a le temps de rire, d'avoir peur, parce qu'il y a il y a un petit peu de tension. Le dessin est fantastique. Le dessin convient complètement au scénario. Il y a plein de détails, c'est fluide, c'est net. C'est frais, c'est vivant, il y a de l'humour dans le dessin de Wouter Manert. Une très bonne série. Moi, je conseillerais ça à partir de 10-11 ans. Voilà. Si on a, de préférence avec un petit peu de connaissance de la légende arthurienne pour voir le côté décalé, mais sinon, même si on l'a pas, c'est pas grave. On se laisse porter. Ouais, non, mais c'était vraiment marrant, c'était vraiment sympathique, c'est frais, c'est léger. Une bande dessinée pour la jeunesse avec une aventure haute en couleurs, pleine d'humour. Ça s'appelle donc La Quête aux éditions Le Lombard. C'est un tome 1, La Dame du Lac perdu, de Maupaumé et de Manert. Et ben voilà, on a terminé pour cette sélection. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture, vosgestélévisions.tv, et que vous pouvez retrouver de façon séparée toutes les chroniques qu'on vous propose sur la chaîne Petit Casabule, la chaîne YouTube Petit Casabule. Il est temps maintenant d'éteindre votre télévision et de lire de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.